sûrement. C'est ça. Magnifique. Alors, attends. Hop. Merci Christine pour l'enregistrement. Eh bien, l'association RL a beaucoup de plaisir et de joie à mettre en place des webinaires permettant de partager des enseignements que nous avons pu recevoir et des pratiques que nous souhaitons partager et diffuser. Aujourd'hui, ça concerne le jeune. Ça va vous être présenté donc par deux personnes qui sont expertes dans le domaine et qui accompagnent très régulièrement donc des clientes, donc Christine Feignet et Caroline Alvarez. Donc moi, je suis Christelle Brunel, je suis vice-présidente de l'association RL. Et je vais vous parler 2 minutes avant de démarrer ce webinaire. Avant de leur laisser la parole, je vais donc juste vous parler 2 minutes de l'association RL, qui est une association qui a pour objectif de diffuser, partager ce qu'est la naturopathie, de la faire connaître, de la faire rayonner, qui intervient régulièrement, notamment sur des salons comme Privert ou salons de médecine douce, type Zanée Bio, qui propose régulièrement des ateliers, des jeux même pour parler de l'alimentation saine, pour parler... alors, il y a plein d'exemples de choses que l'on met en place, pour parler des huiles essentielles, des graines germées, de la lactofermentation, et puis partager également des informations de manière ludique et pratico-pratique. Et c'est un peu également l'objet de ce webinaire, de vous partager, de diffuser l'information pour que vous soyez à même de comprendre ce qu'est le jeûne. Et puis, en tout cas, de peut-être désacraliser ou en tout cas éviter... souvent, on peut avoir peut-être un petit peu peur de ce terme-là. Donc, je ne doute pas que nos intervenants d'aujourd'hui vous conseilleront au mieux. Et en tout cas, une session de questions-réponses sera proposée sur la fin. Donc, n'hésitez pas, durant la présentation, à formuler vos questions. On les prendra une par une à la fin. Et puis donc voilà, donc c'est une association à peu près entre 15 et 20 personnes selon les années, toutes bénévoles et créées à la base sur Lyon, mais on rayonne également dans d'autres sphères, à Toulouse, en Saône-et-Loire. Et on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Donc je vais vous laisser la parole, les filles. Bien. Bonjour à tous. Je suis désolée pour ce soir, j'ai un petit rhume qui commence. Je suis Caroline Alvarez et je suis naturopathe à Bourgoin-Jallieu. Et je suis spécialisée dans les maladies rhumatismales, tout ce qui est douleurs musculo-squelettiques et convalescence. Et j'accompagne également des jeunes de façon individuelle. Donc je vois les personnes de face à face pour pouvoir entendre leurs projets de jeunes et pouvoir évaluer leur capacité. Et puis après, je les suis de façon en distanciel pour qu'elles puissent faire leur jeûne dans leur quotidien. Voilà, sans devoir partir, ou si elles peuvent pas partir en séjour de jeûne. Voilà, donc je les accompagne via le téléphone ou SMS sur toute la durée du jeûne, jusqu'à la fin de la reprise alimentaire, qui est vraiment une période compliquée, on va y venir. Voilà, ça permet aux personnes de pouvoir faire un jeûne sans quitter leur quotidien et de pouvoir... Le bénéfice de ça, c'est de pouvoir éventuellement changer son alimentation à l'issue du jeûne, une fois qu'on s'est calé de nouvelles habitudes, voilà, au sein de son emploi du temps. Voilà. À toi, Christine.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc moi, je suis Christine Feignet, je suis naturopathe, je suis installée sur Villefranche-sur-Saône. Donc comme Caroline, j'accompagne des personnes qui veulent jeûner chez elles. Euh, donc je les vois en cabinet et puis je les suis tout au long de leur jeûne et on voit déjà, on définit ensemble un peu ce qu'elles veulent faire et on essaye de travailler ensemble là-dessus. Et j'accompagne aussi dans le cadre de mon activité des stages de jeunes avec un prestataire qui s'appelle, enfin, une franchise qui s'appelle Jeunes et Bien-être. Et donc j'accompagne des stages de jeunes dans un magnifique lieu dans le Gard. Voilà. Si, si ça vous dit, il faut aller taper Jeunes et Bien-être et vous trouverez tous les plannings des stages de jeunes qui sont disponibles. Il y a plein de centres en France, il y en a plus d'une quarantaine. Donc, il y a le choix pour pouvoir jeûner si l'aventure vous tente. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va se répartir la parole avec Caroline pour vous parler du jeûne et, voilà, et vous en dire maximum sur le jeûne. Donc, pour démarrer, voilà les grandes parties qu'on va voir. Donc, on va d'abord définir qu'est-ce qu'un jeûne. On va voir pourquoi jeûner, quelles sont les raisons pour lesquelles on va avoir envie de jeûner. On va voir les différents types de jeûnes qui existent. Ensuite, on va passer en revue un peu de la physiologie, qu'est-ce qui se passe dans le corps pendant qu'on jeûne. Et en dernière partie, on va voir le côté pratique, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on met en place un jeûne. Alors, pour démarrer, le jeûne, la définition, c'est que c'est un arrêt volontaire de la prise alimentaire, partielle ou totale. Et puis, tout ça, c'est dans un temps donné, puisque effectivement, c'est quand même difficile de s'arrêter de manger complètement. Pour commencer, en fait, le matin, on déjeune. Donc, sous-entendu que le temps de la nuit, en fait, est déjà une période dans laquelle le corps va mettre en place des mécanismes de nettoyage qui sont propres aux jeunes. Et donc, le matin, voilà, on arrête cette période de jeûne. Donc, c'est quelque chose qui est physiologique, puisque c'est quelque chose que plus ou moins on fait déjà toutes les nuits, de commencer à nettoyer et à régénérer une fois qu'on a fini de digérer ce qu'on avait à digérer. Dans les temps préhistoriques, c'est pour ça que j'ai mis un petit dessin, le chasseur-cueilleur, il ne mangeait pas forcément tous les jours. Et donc, le corps, en fait, est déjà programmé pour avoir un système de stockage quand il y a effusion de nourriture et puis déstockage dans les périodes de disette. Et en fait, on partage une bonne partie de notre ADN avec le chasseur-cueilleur des temps préhistoriques. Et donc, cette information, elle est déjà inscrite dans nos gènes. Alors, évidemment, aujourd'hui, on est plutôt dans la surconsommation. On fait 3 repas par jour minimum. Et c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié. Et bien souvent, le fait de jeûner une journée entière, par exemple, ça peut faire peur. Mais c'est quelque chose qui est inscrit dans nos gènes et que notre corps sait reconnaître. Juste, il a un peu oublié. D'ailleurs, dans la nature, les animaux jeûnent. Les animaux qui hibernent jeûnent tous plus ou moins parce qu'ils n'ont pas le choix, il y a moins de nourriture qui est disponible. Mais c'est un petit peu spécifique, les animaux qui hibernent, puisqu'ils ont la capacité de faire baisser leur métabolisme de façon à avoir une dépense d'énergie qui est vraiment très très faible. Ils baissent leur température, ils baissent le rythme cardiaque, etc. De façon à réduire au maximum les dépenses. Mais d'une autre manière, il y a des animaux qui vont jeûner en faisant un effort physique intense, notamment les oiseaux migrateurs qui vont être capables de faire 10 000 km sans s'arrêter
et tout en jeûnant. Les saumons sauvages qui vont remonter la rivière pour aller frayer ne mangent pas pendant cette période. Et le manchot empereur est vraiment le champion du monde puisqu'il va jeûner plus de 100 jours en couvant son unique œuf. Donc, au moment des amours, ils vont à 100 km au large des côtes. Il faut savoir qu'ils ne se nourrissent que de crevettes et de produits de la mer. Ils sont à 100 km des côtes pour se retrouver, se reproduire. Et donc, la femelle pond un œuf et ensuite, elle repart au bord de la mer pour aller se nourrir. Et pendant une centaine de jours, le mâle couvre l'œuf et ensuite s'occupe du petit jusqu'à ce que la femelle revienne. Et pendant 100 jours, il est très loin de la mer et donc il n'a rien à manger, il va jeûner. Donc, c'est vraiment quelque chose qui existe dans le monde animal. Les animaux malades vont aussi avoir le réflexe de jeûner. On a tous vu nos chats ou nos chiens qui, quand ils sont malades, n'absorbent absolument rien du tout. Et puis, plus proche de nous, les enfants aussi, hein, quand ils sont malades, ils vont avoir le réflexe de ne pas manger. Tout ça pour garder le maximum d'énergie pour se concentrer sur combattre la maladie, puisque digérer prend pas mal d'énergie, environ dans les 30% de notre énergie. Donc, le corps va se concentrer sur la chose la plus importante et donc va s'arrêter de manger. Bien, donc revenons aux humains. Du coup, comme l'a dit Christine, depuis l'aube des temps, l'homme a dû jeûner par nécessité, par absence de nourriture saisonnière ou due à des avaries climatiques. Une fois qu'il a commencé à se sédentariser, il a commencé à cultiver des céréales. Bon, les années, c'était pas forcément les meilleures récoltes. Et donc, sur de larges périodes, l'humain a toujours su s'acclimater aux disettes, voire aux jeûnes réels. Et encore aujourd'hui, dans de nombreux pays, les humains jeûnent par nécessité, quoi, tout simplement. Donc la physiologie, le corps sait tout à fait s'adapter, d'ailleurs bien mieux à la disette qu'à la suralimentation. Et pour ça, nous avons un organe champion, donc un petit peu comme les animaux qui hibernent, nous avons notre thyroïde qui va se mettre réellement au ralenti, donc baisser également notre température interne, notre rythme cardiaque et toutes les fonctions de la thyroïde pour nous permettre de nous mettre en économie d'énergie. Voilà. Une fois que les humains ont été en groupe et puis en société, les périodes de jeûne ont été aussi également l'occasion de fêtes pour se recentrer aussi autour du groupe. Donc les jeûnes ont commencé à être ritualisés de façon ponctuelle ou alors de façon saisonnière. Et c'est comme ça que dans toutes les cultures du monde, nous retrouvons de réelles cultures de jeûne ou en tout cas de restrictions alimentaires. Donc je vous ai cité les diètes chamaniques, effectivement, avant prise de psychotropes, les carèmes chrétiens, alors plutôt dans la période du printemps, ce qui correspond à la fin des réserves de nourriture de l'hiver et à une période un peu critique où il y avait peut-être pas forcément suffisamment à manger de façon consistante, donc plutôt des jeunes pousses, des feuilles, des petits fruits, voilà. Donc c'était vraiment l'occasion de jeûner et donc du coup les groupes en ont fait des rituels. Le ramadan musulman, évidemment, et puis des jeûnes judaïques. Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est assez connu, qui est Yom Kippour, où du coup, c'est un jeûne sec, donc pendant une journée, donc sans nourriture et sans eau également. Et ça, on y reviendra tout à l'heure pour parler du jeûne sec. Et puis différentes ascèses bouddhistes et sushis qui vont être un peu plus individualisées, propres à des mystiques plus individuels, et qui peuvent prendre diverses formes. Voilà. En tout cas, les religions l'ont bien compris, hein, c'est sûr que si ça fonctionne, c'est-à-dire que pendant un jeûne, il se passe des choses au niveau spirituel. On s'allège, on fluidifie l'esprit, et donc voilà, on peut s'élever un petit peu vers des sphères plus hautes. Donc voilà la fameuse phrase, hein, si tu suis mes règles alimentaires, si elles sont bonnes pour ton corps, mes règles spirituelles le seront aussi pour ton âme. Voilà, c'est bien pratique pour aller convaincre quelques adeptes en plus. Voilà. Alors pourquoi jeûner? Eh bien oui, alors effectivement pour s'élever, et on va y revenir plusieurs fois.
Mais il y a aussi d'autres raisons. Alors, nous allons voir le fait de ralentir notre rythme de vie quotidienne. Nous allons aussi voir comment on peut réguler notre corps. Alors, réguler, c'est aussi nettoyer et détoxifier notre corps. Et puis, revitaliser. Alors, revitaliser, c'est vraiment se redonner de l'énergie, quoi. Revitaliser notre énergie, le corps aussi et l'esprit. Et puis, mais encore une fois, se reconnecter à notre nature, à vraiment notre identité, revenir à nous. Et puis, se reconnecter également à la nature et peut-être aussi à d'autres sphères. Alors, je vais laisser Christine commencer. Alors, le premier point, ça va être de ralentir. Et ce qui est bien, c'est que le jeûne nous oblige à ralentir. Évidemment, du moment où on n'a plus d'apport énergétique, on va de fait aller un peu plus doucement. On ne pourra pas courir un marathon. Et donc, on va devoir, lâcher un peu la course effrénée qu'on vit dans nos vies à 100 à l'heure, etc. On va devoir lâcher un peu la to-do list et tout ce qu'il y a à faire. Et ça sera très, très bien parce que ça va nous obliger à nous recentrer sur nos vraies priorités, nos besoins à nous. Voilà, on va se recentrer sur soi, on va s'écouter beaucoup plus et ça va être très intéressant. Et ça va nous obliger à diminuer les sollicitations extérieures. Et quand je parle des sollicitations extérieures, évidemment, quand on fait un jeûne d'une semaine, par exemple, évidemment, on ne va pas pouvoir aller au restaurant, on ne va pas trop non plus sortir, aller manger chez des amis d'un côté de l'autre. Donc, forcément, on va être un petit peu plus recentré sur soi. Mais quand je parle des sollicitations extérieures, c'est aussi bien sûr tout en fait tout ce qui nous arrive nous bombarde en permanence d'informations, etc., des emails, des notifications, etc., etc. Et ça va être l'occasion de lâcher un peu tout ce qui est l'extérieur pour se concentrer sur l'intérieur et prendre le temps d'écouter à l'intérieur, puisque bien souvent, on ne prend pas tellement le temps d'écouter comment ça se passe pour nous, qu'est-ce que le corps nous dit, etc. Et vraiment, ça va être le moment précieux pour se recentrer sur nous et nos besoins. Alors, quand on parle de régulation, on va parler de nettoyage. La priorité indispensable quand il n'y a pas d'apport extérieur d'énergie pour le corps, pour se maintenir en vie, c'est d'en produire lui-même. Et c'est là que vient tout l'intérêt du jeûne. Donc la fabrication autonome d'énergie va avoir trois conséquences. Trois conséquences pour venir donc réguler, je dirais, effacer l'ardoise et remettre à zéro les pendules. Donc ces trois conséquences vont être l'utilisation donc les trois conséquences pour produire de l'énergie, hein. Ça va être l'utilisation donc de déchets acides qui va nettoyer le corps pour faire genre, tout à fait une détoxification donc, de ces déchets acides. Ensuite, il y a aussi la production d'énergie par les graisses. Alors, effet brûle-graisse, alors vous avez vu que dans Pourquoi jeûner, on n'a pas mis maigrir. On va le voir pourquoi, parce que du coup, cette production d'énergie est très lente et on va y revenir. Et une troisième façon de produire de l'énergie, ça va être par l'élimination des cellules défectueuses et autres résidus du fonctionnement du corps habituel. Le corps, en règle générale, quand il est nourri 3 fois par jour, il n'a pas forcément le temps ou la nécessité d'aller nettoyer je dirais les fonds de tiroir. Donc là, c'est vraiment l'occasion de faire un nettoyage en gros. Donc c'est vraiment ces trois façons de trouver de l'énergie, c'est vraiment trois façons de se nettoyer vraiment en profondeur. Et c'est là tout l'enjeu du jeûne, je dirais, avant la perte de poids. Et du coup, la conséquence bien heureuse de ce nettoyage, c'est du coup que ça va redonner une très forte vitalité au corps euh, pour, euh, pour continuer. Donc effectivement, une fois que le processus de nettoyage est relancé, ça va être
Euh, ça va permettre de recharger les batteries. Déjà, on va s'alléger puisqu'on aura éliminé pas mal de toxines et ça va permettre de relancer la circulation d'énergie. Donc le corps, tout va circuler mieux dans le corps en fait. Ça va être beaucoup plus fluide. Et donc de ce fait, on va reprendre de l'énergie, de la motivation, de l'envie. C'est souvent une période à la fin du jeûne et au redémarrage où on a beaucoup d'énergie, on a des idées claires, on a envie d'aller, on voit assez clairement notre but, notre objectif et on a envie d'y aller. Donc ça, c'est vraiment une des aspects super intéressants du jeûne. C'est vraiment de se recentrer sur sa priorité et de retrouver une motivation pour y aller, quoi. Et souvent, donc c'est l'effet de la détox, bien sûr, du nettoyage du corps, mais c'est aussi, ça va être amplifié parce que, en règle générale, dans les semaines de jeûne, on va en profiter pour se reconnecter à la nature, pour aller faire des balades, pour aller faire des respirations profondes, donc justement, vraiment aller s'oxygéner, profiter et donner plein de choses au corps qui va pouvoir se nourrir d'autres choses que d'alimentation. Donc voilà, se nourrir d'une belle nature, de l'oxygène, faire du yoga, etc. Faire des activités qui vont nous ressourcer aussi. Tout ça, ça va nous permettre de revitaliser et de se sentir extrêmement bien. Et du coup, de se sentir eh bien reconnecté tout simplement, hein, reconnecté à soi, reconnecté effectivement à la nature. Car du coup, en se nourrissant d'autre chose que de nourriture, on va gagner en autonomie. Donc l'autoproduction d'énergie va également nous faire gagner en autonomie. Alors de façon physique, mais également de façon plus symbolique et plus psychique. Donc il faut savoir que les apports extérieurs de nourriture nous, nous laisse un petit peu liés à l'extérieur. Là, en autoproduisant notre propre énergie, on gagne vraiment en indépendance. Et en indépendance, notamment, du coup, comme vous le voyez là, à l'idée du père par les céréales, à l'idée de la mère par les produits laitiers et le sucre, et au reste du monde par par la viande et par les légumes. Donc c'est une façon aussi de gagner en autonomie dans notre esprit et dans notre identité profonde. Voilà, donc c'est vrai que ça peut faire une réelle reconnexion à notre identité sans les injonctions extérieures. Voilà. Donc là, je rejoins le fait de ralentir et d'éviter tous les apports d'information de la société. Mais ces apports d'information, on les a également par la nourriture. Voilà. Donc là, en ne mangeant plus, du coup, on se déconnecte de toutes ces injonctions qui peuvent être très profondes, très psychiques, vraiment liées à notre rapport à nos parents et notre rapport au monde. Donc c'est vraiment se reconnecter à soi d'une façon vraiment intime. Une autre façon de se reconnecter, et on en reparlera, donc on a déjà dit qu'au niveau spirituel, il se passait des choses, les humains l'ont bien compris depuis longtemps. Effectivement, on va voir qu'il y a une production de corps cétoniques, on les verra tout à l'heure, et ces corps cétoniques nous permettent d'avoir une pensée beaucoup plus fluide, d'avoir comme si nous avions un cerveau un petit peu accéléré, ou en tout cas on a vraiment une vision plus lucide et plus légère. C'est vraiment un moment où on peut prendre des décisions de façon très simple, comme des évidences. Et ça, c'est vraiment le rôle de ces fameux corps cétoniques qui sont des molécules chimiques dont on va parler plus tard. Et puis ben, une autre façon de se reconnecter, alors là je dirais plus à nos intuitions, à notre instinct. C'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas du tout d'apport de sel dans un jeûne, on va dire, classique, un jeûne hydrique. L'apport de sel, ça fixe la connaissance hein, de façon symbolique et finalement de façon historique également. Quand nous étions encore des animaux, nous n'avions pas du tout de sel à notre disposition et donc nous étions vraiment en connexion, en symbiose avec la nature.
comme les animaux. Et du coup, c'est vrai que dans les diètes chamaniques, par exemple, il n'y a pas du tout d'apport de sel et ça permet de pouvoir faire une sorte donc d'indifférenciation avec la nature, de reconnexion. Et c'est vrai que pour l'avoir pratiqué aussi, dans ce genre de jeûne, on a une intuition qui est bien supérieure. Voilà, et donc on peut mettre ça sur le compte du non-apport de sel. Alors, évidemment, il y a des personnes qui vont être un peu plus sensibles au sel, notamment les personnes qui peuvent faire de l'hypotension. Donc là, ce sera à mesurer. On pourra toujours prendre un petit peu d'ampoule d'eau de mer pour adapter. Ça, on en reparlera peut-être dans pas les contre-indications, mais les précautions à prendre. Voilà. Et en tout cas, un apport de sel un peu plus conséquent va fixer vraiment la connaissance et nous fixer dans une société humaine voilà, dont on aimerait un petit peu se défaire pendant qu'on jeûne. Voilà. Alors, nous allons voir du coup les différents jeûnes. Il y a différentes façons de jeûner et ça n'est pas exhaustif, hein, je pense qu'il y en a d'autres, mais disons on va voir ensemble les principaux, les plus connus. Donc on va voir d'abord le jeûne intermittent, qui va être le plus simple, je pense, à mettre en place et qui a un petit peu le vent en poupe en ce moment. Nous allons voir donc le jeûne hydrique, c'est-à-dire le jeûne où on ne mange pas, où on boit que de l'eau. Donc c'est, on va dire, le jeûne classique, le jeûne classique d'une semaine ou plus, selon. Le jeûne Bushinger, qui est un jeûne plutôt thérapeutique historiquement, on va en parler, et qui est de retour à la mode avec les stages de jeûne. Ensuite, le jeûne sec, donc on fera une petite aparté sur ce jeûne sec, il faut quand même en parler, il est assez comment dire, radical, et donc pas sans conséquences, donc on va pouvoir explorer ça. Et puis ensuite, on va quand même parler des monodiètes qui sont pas à proprement parler un jeûne, mais dont il faut parler parce qu'elles sont quand même très intéressantes. Alors, je vais laisser Christine en parler du jeûne intermittent. Alors, le jeûne intermittent, ça s'appelle aussi fasting dans certains en version américaine. L'idée du jeûne intermittent, c'est un petit peu ce qu'on a dit au début, en fait, c'est comme la période de la nuit, déjà le corps commence c'est une période de repos digestif et le corps commence à le nettoyage. L'idée du jeûne intermittent, c'est d'allonger cette période de repos digestif, en règle générale jusqu'à 16 heures, pour que la détox soit encore un peu plus approfondie. Donc, techniquement, en règle générale, mais il y a différentes possibilités pour le faire. Soit on ne mange pas le matin, on ne prend pas de petit déjeuner, on commence la période d'alimentation à midi jusqu'aux alentours de 20 heures. Et donc, de 20 heures jusqu'à midi le lendemain, on a cette période de 16 heures de repos digestif. Mais ça peut très bien, alors ça c'est ce qui a techniquement le plus simple à faire parce que c'est vrai que ne pas prendre de petit déjeuner, ça peut être assez simple. Le mieux d'un point de vue naturel, c'est clair que nous, on est plutôt en faveur de prendre un bon petit déjeuner, mais ne pas prendre de repas du soir. Alors évidemment, socialement parlant, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place, mais en tout cas, en termes de jeûne intermittent, ça fait à peu près le même timing. C'est quelque chose qui est relativement facile à mettre en place dans le sens où il n'y a pas besoin de préparation particulière. On peut le faire, par exemple, on peut décider de le faire tous les jours de la semaine et puis le week-end de faire différemment parce qu'on a envie. Voilà, ça peut s'organiser un peu en fonction de notre agenda, de notre organisation. Mais quand même, clairement, c'est un jeûne qui a besoin de régularité pour qu'on voit des bénéfices. Si on fait ça une fois par mois, on verra absolument rien et ça n'aura pas d'effet véritable. Enfin, on verra pas grand-chose, quoi. Donc clairement, c'est un jeûne qui a besoin de régularité pour qu'on voit les bénéfices. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il y a pas mal d'études qui ont montré que ça avait pas mal de bénéfices pour la santé, notamment ça a été démontré sur des examens biologiques
qui fait qu'il y a une vraie normalisation des marqueurs biologiques, notamment sur le cholestérol, l'inflammation. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui ont été démontrées de façon clinique. Voilà. Alors, c'est beaucoup proposé en termes de perte de poids. Alors, a priori, ça fonctionne. Je n'ai pas testé personnellement, mais a priori, ça fonctionne. Maintenant, ça fonctionne tant qu'on continue le jeûne intermittent. Derrière, toute l'idée du jeûne, c'est pas vraiment l'objectif du jeûne, c'est pas la perte de poids, c'est du nettoyage du corps. Et certes, on va perdre du poids dans l'essentiel des cas, mais si on reprend la même alimentation après, forcément, on aura les mêmes résultats. Donc, on va revenir à son poids de départ. L'idée, voilà, l'idée du jeûne, c'est vraiment le nettoyage du corps. Et après, si on veut perdre du poids, eh ben, il faut en mettre en place des changements alimentaires. Ce qui peut être le jeûne peut très bien être une bonne approche pour prendre conscience qu'on a besoin de faire des changements alimentaires. Et ça va très bien ensemble. Mais voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Alors ensuite, on va voir le jeûne hydrique. Alors comme l'a dit Caro, c'est ce qui est c'est ce qui est le plus simple, hein. On boit de l'eau, voire des tisanes éventuellement tout le long de la journée. Alors on peut aussi prendre un bouillon de légumes le soir. Ça a l'avantage d'amener pas mal de minéraux pour zéro apport calorique. Ce jeûne hydrique, il peut, en règle générale, on parlera facilement de 7 jours de jeûne hydrique. Ça peut être 3 jours pour démarrer, par exemple. Mais ça peut très bien aussi, on peut très bien imaginer de faire un jour de jeûne hydrique quand, par exemple, on a fait des excès et que le lendemain, on se dit, pouf, là, aujourd'hui, je ne mange pas, je bois toute la journée, et c'est une très bonne chose. Pour ça, on n'a pas besoin vraiment de préparation pour faire une journée. En revanche, si on fait plusieurs jours d'affilée, il va falloir se préparer et on reverra ça un petit peu après quand on verra en pratique comment mettre en place tout ça. Clairement, ce qu'il faut savoir sur le jeûne hydrique, c'est le jeûne qui va être le plus, qui va aller c'est un jeûne qui va aller assez loin dans la détox parce qu'on vraiment on lui apporte rien. Il faut être prêt à jeûner, c'est quelque chose c'est vraiment une démarche personnelle et il faut être motivé et prêt à le faire parce que voilà, ça peut être un petit peu plus compliqué en tout cas à vivre qu'un jeûne intermittent. Alors le jeûne Bushinger, c'est donc effectivement un jeûne qui a été mis en place par le docteur Bushinger. C'est un médecin allemand qui a eu plein de problématiques de santé et qui s'est en fait soigné par le jeûne. Et quand il a réussi à se sortir de toutes ces problématiques de santé, il a créé une première clinique de jeûne au bord du lac de Constance, qui est toujours, donc lui, il est mort dans les années 60, mais la clinique fonctionne très bien. Ils en ont créé une autre maintenant en Espagne, je crois. Et voilà. Mais c'est à la base un jeûne qui a été prévu pour du jeûne thérapeutique, des jeûnes longs qui en général durent 3 semaines et dans lequel il y a donc un petit peu d'apports caloriques qui sont très limités. Cette pratique, en fait, elle a été reprise là relativement récemment avec toutes les aujourd'hui, il y a de plus en plus de centres de jeûne qui ouvrent et qui proposent des jeûnes d'une semaine. Et très souvent, dans ces centres, c'est du jeûne Bushinger qui sont proposés. Donc, techniquement, c'est en plus de l'eau et des tisanes, on va proposer un jus de fruits frais, fruits et légumes frais dilués le matin, qui vont permettre d'avoir un petit apport de sucre pour faciliter la remise en route du corps le matin. C'est souvent le matin que c'est un peu plus difficile. On se sent un peu rouillé parce qu'on a beaucoup détoxifié dans la nuit.
Et puis, on va proposer un petit bouillon de légumes le soir pour le côté apport de minéraux. L'apport calorique va être systématiquement inférieur à 250 kilocalories par jour. En tout cas, ça va être à peu près maximum à 10% des apports caloriques qu'on a habituellement. C'est aussi des jeûnes qui vont se faire de 3 jusqu'à 7 jours quand c'est dans le cadre d'un jeûne en préventif et dans le cadre d'un jeûne thérapeutique. Donc, dans ce cas-là, ce sont des jeûnes qui sont encadrés par des médecins dans une structure, etc. Et là, ça peut être beaucoup plus long. Mais dans le cadre préventif, en règle générale, c'est une semaine. Voilà. C'est un jeûne qui... ce fait d'avoir un petit apport calorique, ça va faciliter le jeûne. Donc, ça va effectivement donner un petit coup de boost le matin. Ça va permettre de dérouiller le corps. Ça va aussi permettre au corps de redonner un petit peu d'énergie pour reprendre l'élimination et continuer à éliminer. Et donc, voilà, que ce soit un petit peu plus facile. Mais évidemment, à partir du moment où on a un petit peu d'apport calorique, la détoxination sera peut-être un petit peu moins profonde que dans un jeûne hydrique. Maintenant, ça va sur une semaine, c'est quand même très intéressant de faire tout ça. Et puis, pour travailler dans des centres qui proposent ce type de jeûne, clairement, on a régulièrement des personnes qui font du jeûne hydrique et qui ne prennent pas le jus le matin. Et on les encadre de la même manière. Donc, de toute façon, ce sont des jeunes qui sont adaptables à chacun. Alors, parlons un petit peu du jeûne sec. Alors là, on va dire qu'on n'est pas dans la facilité. Le jeûne sec, eh ben, tout simplement, hein, il n'y a pas d'apport alimentaire, mais il n'y a pas non plus d'apport hydrique. Donc là, on met vraiment le corps en stress et le corps en situation de survie. Donc c'est des jeûnes qui vont être très courts. Ça peut être de quelques heures au sein d'un jeûne hydrique, par exemple, sur une après-midi, on décide de ne pas boire du tout. Quand d'habitude, dans un jeûne hydrique, on va boire au minimum 2 litres d'eau. Et bien là, rien du tout. Voilà. Donc de quelques heures à quelques jours. Mais c'est vraiment, si on veut faire un jeûne sec de quelques jours, c'est impératif d'être suivi médicalement. On va voir pourquoi. Donc l'intérêt du jeûne sec, ça va être vraiment de faire sortir des toxines depuis l'intérieur des cellules. Donc c'est vraiment les toxines intracellulaires qu'on ne peut pas aller chercher autrement que comme ça. Et on va les emmener du coup, enfin le corps va les emmener du coup vers l'extérieur via la transpiration et via l'urine. Alors comment ça se passe un petit peu plus profondément dans le corps? Nous avons ce qui s'appelle 3 compartiments de liquide dans le corps. Tout le réseau sanguin, le réseau lymphatique et hémato-encéphalique qui correspond vraiment à la circulation des liquides, donc des informations, des déchets et de la nourriture de tout le corps entier. Et vraiment ce compartiment-là est vraiment indispensable à la survie du corps, au maintien de la vie. Donc c'est celui-là qu'il faut vraiment où il faut garantir une pression, une pression vraiment la plus constante possible, tout simplement parce que s'il n'y a plus assez de pression, le cœur s'arrête. Voilà, c'est clair. Le deuxième compartiment, ça va être tout le liquide dans nos tissus, vraiment le liquide de ce qu'on appelle interstitiel, c'est-à-dire entre justement les canaux et puis nos cellules. Et puis, troisième compartiment, l'intérieur des cellules, où nous avons également de l'eau, les membranes des cellules étant faites en gras, et l'intérieur des cellules ayant beaucoup d'eau. Et donc, lors d'un jeûne sec, le phénomène d'évaporation par la transpiration continue. Et donc, si on n'a pas d'apport de liquide de l'extérieur, eh bien, tout simplement, on se déshydrate. Et donc, il n'y a plus assez de volume dans les compartiments indispensables qui sont le sang et le liquide du cerveau. Et donc, ça va être nos cellules qui vont pourvoir à ce volume sanguin et donc qui vont lâcher de l'eau du mieux qu'elles peuvent. C'est pour ça que les jeûnes secs sont très courts, hein, tout simplement. Et donc, vont
vont pourvoir à ce volume sanguin. Et donc, en lâchant de l'eau, bah, en fait, elles rejettent aussi beaucoup de toxines, et notamment des déchets acides qui vont pouvoir servir après, pouvoir se retransformer en énergie. On verra ça tout à l'heure. Et donc, ces toxines qui vont du coup repasser dans le liquide interstitiel et dans les vaisseaux sanguins vont pouvoir être évacuées également aussi via nos émonctoires, via les reins et la peau. Donc c'est un jeûne qui est vraiment très intéressant, mais vraiment à encadrer. Voilà. On peut se permettre de faire un jeûne sec d'une journée, mais je vous mets au défi de tenir plus de 2 jours. Voilà. Donc, nous allons maintenant parler des monodiètes. Alors, les monodiètes ne sont pas vraiment à proprement parler un jeûne, puisqu'on n'arrête pas de manger. On a toujours un apport d'alimentation. Par contre, on va sélectionner une catégorie d'aliments seulement. Et un peu comme le jeûne intermittent, ça va pouvoir être mis en place de façon très régulière ou de façon ponctuelle. Donc ça peut être, on peut faire une monodiète par exemple sur un repas par jour pendant quelques semaines. On peut également faire une monodiète sur une journée ou sur plusieurs jours, selon. Voilà, donc ça c'est très adaptable. On va préférer du coup faire des choix d'aliments particuliers. Alors évidemment un aliment sain, voilà. On va éviter les monodiètes de bonbons. On va choisir du coup des aliments qui vont être riches en minéraux, riches en vitamines, riches en antioxydants, riches en fibres. Ça dépend du but de la monodiète. Car du coup, une monodiète, ça va servir à plusieurs choses. Principalement, je dirais, à simplifier la digestion. Pourquoi simplifier la digestion? On va dire que les 4 gros organes de la digestion, que sont l'estomac, le foie, le pancréas et l'intestin, ont chacun leur prérogative d'aliments à digérer. Donc en éliminant 2 ou 3 de ces catégories, eh bien en fait on met au repos ces organes. Alors souvent on va penser à l'estomac, au foie et au pancréas pour se reposer quand on va faire une monodiète de légumes verts par exemple. Donc alors on peut manger en quantité, ça y a pas de souci, mais alors que du légume vert. Alors j'ai mis en photo des jeunes pousses d'épinards, mais ça peut être aussi des courgettes, enfin voilà. Donc après, libre à nous d'aller dans notre créativité pour aller chercher un peu de variété de légumes verts. Et en tout cas, voilà, une diète de légumes verts, une monodiète de légumes verts va permettre vraiment de mettre l'estomac au repos parce que lui, les légumes verts, il s'en occupe pas, il les laisse passer pour peu qu'on les ait bien mâchés. Le foie et le pancréas, ben, globalement aussi, c'est pas leur job, et du coup c'est plutôt l'intestin là qui va gérer la digestion. Donc ça va pouvoir permettre vraiment une régénération de tissus irrités, par exemple lors de gastrite ou de choses comme ça, ou un foie engorgé, voilà, tout en gardant une alimentation et un rythme social rythmé par des repas, voilà. Alors on peut faire aussi une monodiète sans fibres, voilà, pour soulager une partie de l'intestin. Donc là, on va pouvoir faire une monodiète de riz blanc, par exemple, ou autre céréales, histoire voilà, pour certaines personnes, ça peut être intéressant. On connaît les célèbres cures de raisin, des monodiètes de pommes. Bon, voilà, chacun va trouver ce qui lui convient. Moi, je sais que je suis incapable de faire une monodiète de raisin. Pour moi, c'est clairement trop sucré. Mais d'autres personnes peuvent tout à fait tenir 3 semaines sans problème. Voilà, donc chacun y trouve son compte pour faire du bien à son corps en fonction de ses besoins. Alors justement, mais qu'est-ce qui se passe dans ce corps un petit peu en détail lors d'un jeûne et du coup lors de cette fameuse production d'énergie? Alors, euh, quand on fait un jeûne, donc là, on parle plutôt d'un jeûne de plusieurs jours. Donc, quand on fait un jeûne, en fait, il y a deux grandes phases qu'il y a dans ce jeûne. La première phase, en fait, c'est une phase de stress. Le corps, il comprend qu'en fait, on ne lui donne plus rien à manger. Donc forcément, il y a une période de stress.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les fonctions vitales du corps sont sous le contrôle du système nerveux autonome. Et ce système nerveux autonome, il a deux branches antagonistes qui sont toutes les deux, dont l'objectif, les deux ont l'objectif de la survie. Et en fait, on va passer de l'un à l'autre en fonction des besoins. D'un côté, on va avoir la partie orthosympathique qui va être plutôt liée à l'action, au travail, au stress et à la réponse à l'urgence. Et puis de l'autre côté, on va avoir le parasympathique qui va être beaucoup plus sur la digestion, le sommeil, la récupération, voilà, et le fait de ralentir. Donc clairement, le bon fonctionnement du corps, il est lié à un équilibre de ces deux fonctions antagonistes. Et voilà. Et donc, clairement, la première phase, elle va être plutôt à fond dans l'orthosympathique, hein, parce que le corps va devoir s'adapter au changement. Donc, il va mettre en place plusieurs systèmes. D'abord, il va commencer à utiliser les réserves de glucose. Donc, heureusement, on a des réserves qui sont très facilement disponibles, sauf qu'elles ne sont pas très longues. Les réserves ne sont pas inépuisables. Et en règle générale, en 24 à 48 heures, on a épuisé nos réserves de glucose qui sont stockées sous forme de glycogène essentiellement dans le foie. En même temps que ça, il va diminuer ses dépenses énergétiques. Donc là, on avait parlé de la thyroïde tout à l'heure et voilà, donc il va essayer de faire baisser le métabolisme de façon à ce qu'on consomme le moins possible. C'est pour ça souvent que pendant les périodes de jeûne, on est assez frileux parce que la thermorégulation est un peu au ralenti. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'on va devoir ralentir parce qu'on ne pourra pas brûler du sucre en courant et en faisant un marathon. Et voilà. Clairement, on n'aura pas les réserves pour ça et le corps ne va pas nous autoriser, en tout cas, même s'il y avait les réserves, ne va pas nous autoriser à les dépenser pour faire des choses qui ne lui semblent pas être vitales, on va dire. Et puis, en même temps que tout ça, le corps va aller chercher dans ses mémoires mais comment faire pour se débrouiller tout seul, en fait. Et donc, pendant cette période-là, le corps va, enfin, au moment où, voilà, à peu près, alors évidemment, ce n'est pas une bascule très nette, hein, mais en tout cas, pendant cette période de 24 à 48 heures où il est en train d'épuiser les réserves, il va retrouver dans ses mémoires le moyen de produire son carburant tout seul. Et donc, ce basculement, ça va permettre en fait de déstresser, en fait, de se dire, ah ben c'est bon, ouf, j'ai trouvé une solution de repli et j'ai trouvé un moyen de produire mon carburant de façon endogène, donc je suis autonome et c'est bon. Donc, le corps va faire un retour au calme, un repos, une régénération, et c'est justement dans cet état de calme, de repos, de régénération, que justement on va être le mieux placé pour faire cette utilisation des graisses pour fabriquer notre énergie nécessaire aux fonctions vitales. C'est comme ça que ça va marcher mieux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, dans cette deuxième étape, on va devoir ralentir, pour pouvoir mettre en place cette étape, c'est ce que j'ai déjà dit. Et donc, on va pouvoir utiliser les graisses pour fabriquer de l'énergie. Et en même temps que tout ça, le corps va pouvoir éliminer les toxines. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les toxines sont souvent, les toxines que le corps ne sait pas utiliser et ne sait pas comment s'en débarrasser, il va les stocker dans les graisses. C'est un peu comme quand on met la poussière sous le tapis en se disant, bon, je verrai ça pour plus tard. Donc, il stocke ça dans les graisses et comme on fait rarement le déstockage, on les accumule dans les cellules graisseuses. Et donc, tout l'intérêt du jeûne, c'est que justement, utiliser ces cellules va nous permettre de faire le grand nettoyage et d'éliminer toutes
toutes ces toxines qui sont dans les cellules graisseuses et de les éliminer une bonne fois pour toutes. C'est vraiment pour ça qu'on parle de grand nettoyage. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail encore. Donc, effectivement, on stocke des toxines dans les cellules graisseuses et également dans tout ce qui va contenir de l'eau. Donc, pour ma part, dans tout ce qui va être articulaire aussi, tendineux et autres, hein, selon les profils. Donc, ce fameux glucose et cette fameuse énergie, comment le corps va pouvoir faire pour le produire et comment se nettoyer par la même occasion. Donc, il y a deux voies principales, ce qu'on appelle la néoglucogénèse et l'autolyse, c'est-à-dire la fabrication vraiment du glucose via d'autres éléments. Et le glucose va lui à son tour produire de l'énergie. Deuxième voie, c'est la bêta-oxydation et cétogénèse. Donc là, c'est vraiment l'utilisation des graisses pour aller produire, alors non pas du glucose, mais de l'énergie directement. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail. Voyons d'abord cette fameuse fabrication de glucose. Donc c'est là qu'on va comprendre vraiment le nettoyage en fait du corps. Donc pour fabriquer du glucose à l'intérieur des cellules, l'organisme va utiliser trois grandes classes d'éléments. Donc les acides aminés principalement, qu'on va trouver alors non seulement dans les muscles, c'est à ça qu'on pense tout de suite, mais également beaucoup dans les cellules abîmées et dans les déchets du fonctionnement organique quotidien. Donc effectivement, le corps, dans son fonctionnement habituel, n'a pas le temps d'aller ou ne le fait pas, ou est occupé à autre chose, pour aller utiliser ça jusqu'au fond, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment effectivement aller voir sous le tapis ce qui se passe. Donc en utilisant donc, des acides aminés qui sont donc les bases des protéines, hein. Les acides aminés, c'est vraiment ça. Et donc des fois, il n'y a pas des acides aminés qui sont pas vraiment finis, pas vraiment opérationnels, et donc stockés de façon un petit peu acide, hein, puisque acide aminé, il y a quand même acide dedans. Et donc quand elles sont pas opérationnelles, elles sont globalement légèrement acides et viennent encrasser le corps et l'abîmer au fur et à mesure du temps. Donc là, on voit que cette fabrication de glucose va nous permettre d'éliminer pas mal de ces déchets, à hauteur de 50% d'ailleurs, hein, dans la fabrication du glucose, c'est quand même relativement important. Et c'est pour ça que dans les premières phases, dans les premiers jours, on va dire, allez, en gros, autour du 2-3e jour, en fait, on se sent très fatigué parce qu'on utilise aussi notre masse musculaire pour fournir de l'énergie. Voilà. Ensuite, le lactate. Alors, le lactate, c'est un déchet acide de l'organisme. Classiquement, c'est un déchet que produisent les muscles quand ils sont en activité. En général, il se fait recycler par le foie pour refournir du glucose. Là, de la même façon, le corps va vraiment aller le chercher vraiment dans l'entourage des cellules, entre le foie et les cellules, là où il est resté un peu bloqué, pour fournir vraiment du glucose, donc à hauteur de 42%. Et troisième élément, donc le glycérol, on le reverra tout à l'heure, mais ça fait partie de la constitution des graisses, et donc à hauteur de 8%, ce glycérol va également produire du glucose. Ce glucose va être transformé en énergie. Alors, je vous ai mis l'acronyme ATP, en fait, adénosine triphosphate, hein, je vous passe le nom à rallonge. C'est la molécule vraiment d'énergie qu'on va calculer et qui se calcule scientifiquement pour qualifier l'énergie du corps. Voilà. Donc, ce glucose se transforme en ATP. Et on voit que le rendement est plutôt médiocre pour cette fabrication de glucose, donc à savoir une molécule de ceci ou cela va donner 2 ATP. Donc on est vraiment là sur un fonctionnement vraiment au ralenti, donc c'est pour ça que les premiers jours du jeûne peuvent être compliqués. En plus de la détoxification qui peut, on va le voir, donner d'autres effets secondaires. Mais cette production d'énergie, finalement, demande presque plus d'énergie qu'elle n'en produit. Et donc du coup, le corps, au bout d'un moment, va pouvoir passer à autre chose. Mais il faut savoir quand même que cette production de glucose est indispensable pour deux types de cellules qui sont elles-mêmes indispensables pour le corps, à savoir les neurones et les globules rouges, qui elles ne peuvent pas produire d'énergie avec autre chose que du glucose.
Donc on peut comprendre que sur des jeûnes très longs, au-delà de 2 semaines, bah, c'est quand même intéressant d'avoir une petite source de sucre, histoire de pouvoir faire quand même fonctionner les neurones correctement. Voilà. Donc, contrairement donc aux neurones et aux globules rouges, toutes les autres cellules savent très bien fabriquer directement de l'énergie grâce à un autre carburant que sont les graisses. Alors, les graisses, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, les graisses les graisses de stockage, hein, j'entends, sont principalement des triglycérides. Les triglycérides sont des molécules faites de 1 glycérol et 3 acides gras, nos fameux acides gras oméga 6, oméga 3 et autres, acides gras saturés. Donc un acide gras, c'est une longue chaîne de carbone avec des hydrogènes accrochés. Donc là, je vous ai mis en illustration l'acide stéarique qui fait partie des graisses du porc. Et donc, vous voyez que c'est un acide qui est un acide gras qui est constitué de, de 17 carbones. Mais il arrive d'avoir des acides gras constitués jusqu'à une trentaine de carbones. Donc, ce sont vraiment des chaînes longues. Et donc, elles vont apporter un maximum de potentiel énergétique. Puisque comment on fait pour produire de l'énergie avec ces acides gras? Eh bien, le corps va les couper en morceaux pour produire des molécules, une molécule qui s'appelle l'acétyl-CoA. Voilà. Et cet acétyl-CoA, dans les mitochondries, donc vraiment à l'intérieur des cellules, va se transformer en énergie. Et donc là, on se rend compte que le rendement est bien plus efficace, puisque un acide gras va pouvoir donner jusqu'à 130 ATP. Et donc, un triglycéride va donc constituer 3 fois 130, donc quasi 400 ATP. Donc voilà, ce processus-là se fait entre le 4e et 5e jour, hein, ça dépend des organismes. Et donc à partir du 4e ou 5e jour de jeûne, on commence à entamer nos réserves de graisse. Voilà, à raison de un acide gras, enfin un triglycéride tous les 400 ATP. Donc là, on comprend que pour pouvoir perdre des kilos, eh bien, il va falloir devoir produire beaucoup d'énergie, alors soit en faisant du sport, soit en faisant un jeûne très très long. Donc on comprendra bien que du coup, pour perdre du poids, un jeûne d'une semaine n'est pas vraiment fait pour ça, quoi, n'est pas vraiment efficace. Voilà. En revanche, pour assurer la survie du corps pendant des semaines, eh bien, il n'y a pas de problème. Ça marche très bien, hein. Les réserves de graisse sont vraiment une très très bonne source de carburant. Donc, une fois qu'on a coupé cet acide gras de façon régulière, eh bien, il reste des petits paquets. Et donc, ces petits paquets constitués de 2 ou 3 carbones comme ça restants, eh bien, ce sont des corps cétoniques. Et ces corps cétoniques vont pouvoir, eux, passer largement la barrière de la cellule pour rejoindre la circulation sanguine et venir, pardon, et venir nourrir l'hémoglobine, donc les globules rouges, et venir nourrir le cerveau, alors non pas les neurones, mais on va dire leurs cellules écuyées, voilà, les cellules qui servent les neurones, donc les cellules gliales. Et donc là, à ce stade-là du jeûne, donc autour de 4 ou 5 jours de jeûne, on va pouvoir retrouver un certain dynamisme. Notre sang va être bien plus performant puisque les globules rouges vont retrouver la forme. Et notre cerveau va pouvoir développer des capacités intéressantes, beaucoup plus fluides et beaucoup plus lucides, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc ces corps cétoniques, c'est un fonctionnement normal du corps. Ce sont des déchets, hein, de la production d'énergie, mais le corps les recycle tout à fait pour aller redonner de l'énergie donc à des cellules qui pourraient en manquer. Donc on voit qu'il n'y a que les neurones qui vraiment sont dépendantes du glucose. Et c'est vrai que du coup sur des jeûnes longs, c'est ce qui peut vraiment poser problème en premier. Donc ça, et puis la déshydratation sur les grèves de la faim, évidemment. Et puis la perte musculaire, puisque de toute façon, on consomme quand même du muscle pour pouvoir justement nourrir les neurones. Voilà, à raison de 2 ATP par molécule. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Voilà, donc il faut beaucoup de muscles pour nourrir un cerveau. Voilà. À toi, Christine. Donc, en fait, c'est avec tout ce système, on l'a vu, donc on va utiliser les graisses. Dans les graisses,
sont souvent stockées les toxines. Donc, ces toxines vont être libérées, enfin, en fait, relâchées dans la circulation. Ce qui va se passer aussi, c'est que il va y avoir aussi un nettoyage, alors ce qu'on appelle un nettoyage des organes. C'est surtout dans les jeunes longs hein, que ça se fait, mais finalement, le corps va vraiment nettoyer et réutiliser tout ce qui n'est pas vraiment utile. Donc, par exemple, on va voir disparaître des petits kystes, des petits fibromes, des diverticules, toutes les petites choses qui sont dans le corps, qui sont là installées et qui sont en fait des amas qui n'ont pas de réel intérêt, ils ne sont pas utiles pour le corps, mais ils sont là. Et ben, tout ça, dans un jeûne long, ça va être nettoyé. Alors, soit dans un jeûne long, soit dans une répétition de jeûne quand on en fait de façon, alors quand je dis régulière, hein, ce n'est pas tous les mois, hein, évidemment, mais si on fait un jeûne ou 2 jeûnes par an, à chaque fois, on va les nettoyer un petit peu plus en profondeur. Donc, on va avoir une libération de tous ces déchets dans la circulation. Mais donc ça va être la partie physiologique. Mais évidemment, le jeûne, ça va être aussi une période de nettoyage émotionnel. On dit souvent hein, qu'on a enfoui, on a bien enfoui nos émotions, on les a pas vraiment digérées, on les a un peu enfouies quelque part au fond, le plus loin possible. Ça peut être le moment pendant le jeûne de libérer certaines anciennes émotions un peu enfouies. Alors, c'est pas forcément super agréable sur le coup, mais c'est de la même façon que la partie physiologique, c'est un mal pour un bien parce que on va les nettoyer et on va les éliminer de façon définitive. Donc, c'est vraiment super intéressant. Donc, toute cette élimination, quand on parle de libération des toxines, en fait, le corps les a stockées pour pas être embêté par ces toxines. Évidemment, quand elles vont repasser dans la circulation, elles vont créer quelques désagréments. Mais évidemment, l'idée, c'est de les éliminer le plus vite possible et de façon définitive. Donc, les désagréments, ça peut être tout un tas de petits symptômes, maux de tête, nausées, douleurs musculaires, ça peut être des éruptions, ça peut être, des vomissements éventuellement, mais bon, ça peut être un peu des palpitations aussi. Enfin, il y a pas mal de petites choses qui vont être un peu symptomatiques du jeûne et souvent du passage, là, 3e, 4e jour, qui est un petit peu plus délicat. Donc clairement, l'élimination, on va vraiment pousser pour boire beaucoup d'eau pour éliminer le plus possible. Et puis le mouvement va aider aussi à l'élimination, en fait, de faire circuler les fluides et donc d'éliminer rapidement. C'est pour ça que dans les stages de jeûne, il y a toujours de la randonnée ou de la gym un peu douce ou des choses comme ça pour mettre le corps en mouvement. Ce n'est pas du tout l'idée de faire du sport, ce n'est pas l'idée d'aller faire des efforts physiques violents, pas du tout. C'est vraiment mettre le corps en mouvement de façon à favoriser l'élimination de toutes ces toxines. Alors en pratique, comment va-t-on faire? Alors on va revoir les 3 étapes indispensables, donc la préparation, le jeûne et la reprise. Et puis, on va voir comment on va choisir son jeûne et les précautions à prendre. Alors, les 3 étapes indispensables, c'est la descente alimentaire, donc le fait de progressivement ne plus s'alimenter, le jeûne en lui-même, et puis la reprise alimentaire. Voilà, ça c'est vraiment un classique dans les jeûnes hydriques ou Buchinger. Donc on va les voir ensemble. J'ai mis plus une, donc la détox préalable, c'est vrai que ça peut être intéressant de boire des tisanes ou de se purger. On n'en parlera pas ici ce soir, mais ça fera peut-être l'objet d'un autre webinaire sur la détoxification par les plantes ou autre. Voilà. Donc la descente alimentaire,
on s'arrête pas de manger d'un coup parce que du coup le choc est un peu violent et les crises curatives peuvent être aussi assez violentes. Donc en fait on va descendre progressivement. Alors descendre ça veut dire aller du plus lourd au plus léger des aliments. Ça peut être de 2 jours vraiment au minimum pour les individus les plus tête brûlée, je dirais, jusqu'à 10 jours pour les individus les plus précautionneux ou qui ont peut-être des appréhensions, enfin bon voilà, libre à chacun. Euh, pour la descente alimentaire, c'est relativement libre et en fonction de chaque personnalité. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut d'abord enlever tout ce qui n'est pas nutritif, donc ce qu'on appelle nous entre naturaux les toxiques. Le café, l'alcool, les sucres industriels, bonbons, sodas et autres, éventuellement le tabac si on peut. Donc on enlève déjà ça en priorité. Et puis ensuite, on va éliminer les protéines animales qui contiennent aussi des lipides saturés. Et puis progressivement, alors là, j'ai mis lipides et glucides, on peut inverser entre lipides végétales ou glucides. Alors ce que je considère comme glucides, c'est surtout les céréales et puis les fruits frais et les fruits cuits. Donc voilà, là, c'est un peu selon. Voilà. Moi, en général, je le fais comme ça, protéines, lipides, glucides pour finir par manger essentiellement donc fibres, minéraux et vitamines, c'est-à-dire des légumes. Légumes crus et puis légumes cuits petit à petit. On va vraiment aller nourrir jusqu'au dernier moment nos bactéries. Parce qu'il faut savoir que nos bactéries, bah, elles jeûnent en même temps que nous. Voilà. Donc c'est à elles qu'il faut vraiment auquel il faut vraiment penser quand on fait un jeûne. Donc ensuite, le jeûne proprement dit. Donc là, voilà, c'est vraiment un jour après l'autre, on le répétera jamais assez. Les jeunes, il n'y a jamais rien d'imposé. C'est vraiment comme on le sent. Il y a des personnes qui vraiment, au bout de 3 jours, c'est vraiment intenable, surtout qu'elles ne continuent pas. Et inversement, d'autres, au bout du 7e jour, se disent, bon, moi, je suis bien, je continuerai bien un jour ou deux de plus, et bien, pourquoi pas. Voilà, ça, c'est vraiment selon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de environ 24-48 heures, l'estomac a vraiment compris que décidément il allait pouvoir partir en vacances. Et donc, on n'a plus la sensation de faim. Ça, c'est vraiment quelque chose de notable. Donc, pour certaines personnes, c'est 24 heures, d'autres, ça peut être un peu plus long. On peut avoir des sensations de faim, mais alors de façon vraiment ponctuelle dans la journée. Ça va durer 5-10 minutes et puis après, plus rien pendant quelques heures. Donc, pour les gens qui ont peur d'avoir faim, on n'a pas faim pendant 7 jours, hein, c'est pas vrai. Voilà. On a faim, on va dire, les 24-48 heures premières. Après, il se passe d'autres choses, hein, on l'a vu. Après, tout va bien, je dirais. Voilà, donc ça, c'est le jeûne, on va dire, classique. Donc, évidemment, on peut prendre des tisanes pendant cette période de jeûne, selon, voilà, selon la culture et puis l'envie. Donc des bouillons, on l'a vu. On peut prendre aussi, pourquoi pas, des petites ampoules d'eau de mer, ce qu'on appelle le plasma marin, de Quinton, classiquement, pour avoir un léger apport donc, de sel et aussi de minéraux, hein, tout simplement. Donc pour des personnes qui vont être assez fatiguées, on peut envisager qu'elles puissent faire un jeûne pour avoir tous les bienfaits et pouvoir se reposer, se régénérer, mais quand même garder un apport minéral minimum et intéressant. Voilà. Ça, c'est la période du jeûne proprement dit. Et ensuite, la phase la plus compliquée, la reprise alimentaire. Alors, il faut savoir qu'on reprend l'alimentation déjà et avant tout, surtout, pour nos bactéries. Les pauvres, elles ont très faim et si elles veulent nous servir à quelque chose et reprendre leur métier, eh bien, il faut pouvoir les régénérer, les nourrir. Et donc, on va reprendre l'alimentation avec des légumes cuits, avec des fibres douces et des légumes cuits. Ça, c'est vraiment indispensable pour pouvoir permettre une digestion correcte après. J'ai déjà vu des personnes faire des jeûnes tout seuls et reprendre, comme l'image du loup ici, morphalou, manger n'importe quoi. Au niveau de l'intestin, ça passe pas du tout, hein. Ça fait vraiment mal, hein. Voilà. Alors pourquoi c'est la phase la plus compliquée? Eh bien justement parce qu'on a envie de revoir toutes ces belles calories, notamment parce que le corps a vraiment envie de refaire ses réserves indispensables de glycogène dans le foie, dans les muscles, donc il va nous appeler à remanger un petit peu sucré, un petit peu gras, assez vite. Mais on verra tout à l'heure pourquoi est-ce qu'il faut y aller doucement et ne pas se ruer sur un paquet de chips.
Deuxième raison pour lesquelles c'est compliqué, ben, tout simplement, on a la mémoire des saveurs et des odeurs, et donc après, une fois que l'estomac s'est remis en route légèrement, eh bien, on a vraiment cet appel du cerveau et du corps à retrouver, on va dire, nos anciennes bases et références. Je vous ai mis ici un schéma qui montre en fait que les récepteurs de l'odeur et du goût arrivent directement dans le cerveau limbique, là au milieu, voilà, comme le montre Christine. Et cette zone de cerveau limbique est également la zone de la mémoire et la zone des émotions. Donc en fait, chaque saveur et chaque goût est fondamentalement lié à une émotion et un souvenir. Donc en fait, quand on reprend l'alimentation, on a vraiment un appel à retrouver nos références, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Et nos liens émotionnels. Et donc, pourquoi est-ce qu'il faut se freiner des cas de fer? Eh bien, pour notre thyroïde, notre chère thyroïde, qui est une glande endocrine, cette thyroïde, en fait, elle a un fonctionnement lent, contrairement au système nerveux, qui est vraiment, hop, d'un claquement de doigts, il se passe des trucs. Là, ça se passe vraiment via le sang, donc les choses se font vraiment de façon plus lente. Donc, cette thyroïde qui s'est mise vraiment au ralenti sur toute la partie du jeûne, va progressivement avoir des messages comme quoi, bah, ça y est, à nouveau de la nourriture, mais ça va se passer vraiment de façon très très progressive. Je dirais que jusqu'à aller 5 jours après le début de la reprise alimentaire, la thyroïde se remet à fonctionner sur un rythme normal. Donc la thyroïde, voilà, elle nous apporte, elle gère notre température, elle gère notre rythme cardiaque, voilà, donc tout ça est au ralenti pendant le jeûne. Et sur les 4-5 premiers jours, si on reprend trop vite du gras, du sucre, des protéines un peu lourdes, eh bien, en fait, elle va pas pouvoir gérer donc le contrôle du poids, le métabolisme du glucose, aussi les opérations du foie. Et donc tout ça, si c'est pas bien géré, bah, on va les restocker, mais alors direct. Voilà. Donc une reprise alimentaire qui est mal gérée bah, nous fait reprendre du poids. Alors pour certaines personnes, même plus de poids qu'elles en avaient au départ. Voilà, c'est un peu l'effet yo-yo. Et là, c'est vraiment sur cette reprise alimentaire que ça se joue. Voilà. Donc plus on va récupérer des aliments lourds, on va dire, au plus tard possible, au mieux ce sera pour le corps, voilà, pour que cette thyroïde en fasse quelque chose, enfin nous redonne l'énergie et la possibilité de grimper 4 étages sans s'arrêter. Alors, comment choisir son jeûne? Le premier point, c'est vraiment de s'écouter, de ressentir, en fait, on l'a dit, hein, il faut être prêt à jeûner quand on décide de jeûner une semaine, il faut vraiment être prêt à le faire. Et il faut savoir ce dont on a envie, ce qu'on a envie de mettre en place. Donc, c'est important de ressentir quel type de jeûne on est prêt à faire. Il ne faut pas suivre quelqu'un pour lui faire plaisir. Il ne faut pas essayer de faire comme la même chose qu'une personne parce qu'elle a fait des super retours. Non, on fait son jeûne. Euh, le deuxième point, c'est clairement de se renseigner et ou d'être suivi par un professionnel. Clairement, nous, dans nos accompagnements, quand on voit des personnes qui veulent jeûner, on va être capable par un bilan, on va être capable d'évaluer son énergie du moment. Et on verra que si on est trop fatigué, trop à plat, ce ne sera pas forcément le moment de jeûner. Donc, on n'aura peut-être pas forcément les capacités de jeûner et de jeûner dans de bonnes conditions. Et puis, on va être aussi capable de détecter d'éventuelles contre-indications. Et ça, c'est important de ne pas faire n'importe quoi avec le jeûne. Et puis, le troisième point, c'est vraiment d'adapter son jeûne. En fait, il n'y a pas un jeûne, il n'y a pas X type de jeûne, il y a chacun son jeûne. En fait, on va pouvoir vraiment faire ce qu'on veut à la condition de respecter son corps et ses besoins. On en a parlé, hein, on peut faire plus ou moins long, on peut faire un jour de jeûne sec au milieu ou à la fin, on peut mettre en place du jeûne intermittent, par exemple.
On peut très bien mettre en place du jeûne intermittent à l'issue de quelques jours de jeûne. Enfin, il y a plein d'options différentes et en fait, chacun doit trouver son option qui lui convient le mieux. Et puis ça, c'est aussi au fur et à mesure des jeûnes qu'on apprend à bien se connaître et qu'on apprend euh, à, à réécouter son corps et à savoir ce qui est bon pour nous. Alors évidemment, il y a quand même quelques précautions à prendre dans les jeunes, hein, et notamment, on parle là des jeunes d'une semaine à peu près. Euh, alors clairement, c'est pas du tout une bonne idée de jeûner quand on a une pathologie évolutive grave, si on a une insuffisance hépatique ou rénale, un diabète de type 1. Ça, c'est clairement pas, voilà, c'est pas recommandé, c'est pas du tout recommandé. Dans le cas des hyperthyroïdies, en règle générale, c'est très compliqué à mettre en place parce qu'on a vu le rôle de la thyroïde et donc c'est pas, c'est pas non plus recommandé parce on va pas vraiment avoir de bénéfice à ça. Et puis après, ben, il y a plein d'autres, il y a d'autres causes qui ne sont pas forcément des causes physiologiques, mais clairement, si on a peur, on ne le fait pas, quoi. On va faire plutôt, on fera une monodiète ou quelque chose qui est plus facile. C'est contre-productif de se forcer à faire un jeûne. Voilà. Bon, quand on a des problématiques de problématiques alimentaires, de compulsions alimentaires, que ce soit anorexie, boulimie, addiction, c'est surtout que ça risque d'être très compliqué à la reprise. Donc, c'est pas non plus recommandé parce que ça peut engendrer des problématiques encore plus difficiles, des comportements encore plus difficiles après. Et puis évidemment, les femmes enceintes et les enfants, c'est pas du tout recommandé de jeûner. Et puis, on l'a dit, voilà, les personnes très fatiguées, si la force vitale est très faible, bah, c'est peut-être pas le moment. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible de jeûner, mais peut-être que là, bah, à ce moment-là, c'est pas le moment. Peut-être qu'il faut que vous attendiez 2 mois, 3 mois, remonter en énergie pour pouvoir bénéficier de votre jeûne parce que c'est vraiment un moment qui est, qui est vraiment un moment de reconnexion à soi, qui est un moment extraordinaire et c'est dommage de mal le vivre parce que ben, ce sera contre-productif et pas efficace. En conclusion, en tout cas, ce qu'on voulait vous dire, c'est que ben, pour nous, c'est une aventure intérieure formidable. Ça permet à la fois la détoxification du corps, donc vraiment un côté nettoyage physiologique, ça va être aussi un nettoyage un peu émotionnel, ça va permettre une reconnexion à soi, à ses besoins. C'est très intéressant dans la reprise de s'écouter, de ressentir la faim, la satiété, les aliments qui nous font envie ou pas. C'est vraiment quelque chose d'assez fin et subtil, mais qui est vraiment très, très agréable à ressentir. Clairement, c'est important d'être bien préparé et d'être prêt à vivre cette aventure. Mais c'est vraiment une très belle aventure et c'est le moment, voilà, ça va être un moment pour soi, pour s'écouter, pour profiter de chaque instant. Le corps va nous parler, pas forcément tout le temps de façon très agréable, mais c'est intéressant de l'écouter et de voir ce qu'il a à nous dire. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Merci à tous. Et si vous avez des questions, ben, on est là encore pour voilà, quelques minutes pour y répondre. Et on vous souhaite ben, un très bon jeûne si vous avez l'intention d'en mettre un en place. Et je mets une petite page de plus. On vous a mis des petites infos qui peuvent être intéressantes. Mais de toute façon, vous recevrez le replay, donc vous aurez toutes les informations derrière, hein, sur les livres et sur les Très vidéos. bien, merci Christine, merci Caroline pour cet exposé extrêmement riche avec des détails vraiment très pertinents. J'espère que ça vous a plu.
Alors, est-ce que, voilà, parmi l'auditoire, il y a des questions, même des partages que vous souhaiteriez mettre à notre connaissance? C'est le moment. N'hésitez pas à taper des questions sur le chat. Moi, je voulais rebondir sur une expérience que j'ai eue quand vous évoquiez, je ne sais plus si c'est toi, Christine ou Caroline, sur voilà, le contexte de quand on aborde un jeune. Bon, moi, j'ai eu l'expérience d'un groupe de 3 amis qui étaient venus lors d'un stage que j'encadrais. Et donc, dans les 3 amis, il y avait notamment une personne qui suivait en fait les 2 autres, mais qui n'avait pas imaginé du tout en fait jusqu'où ça allait la mener. Et ce qu'elle m'a confié, hein, c'était que son unique plaisir, c'était de manger dans la vie. Et donc là, la priver de nourriture voilà, qu'elle se prive de nourriture pendant quelques jours a été très très compliqué. Donc on a dû voilà, lui proposer de rompre son jeûne et de reprendre prématurément, parce que c'est sur une semaine, qu'elle s'était pas imaginé la difficulté que ça pouvait être pour elle. Et puis par ailleurs, il y a d'autres personnes, comme tu l'as déjà très bien dit, Caroline, pour qui, au bout de 7 jours, ils ont même envie de continuer, quoi, hein. Donc c'est vrai que dès qu'on a une problématique, en tout cas en termes, vis-à-vis de la nourriture, ça peut être compliqué. Alors ça peut être justement l'occasion de s'en rendre compte, d'en prendre conscience et de pouvoir commencer un travail aussi par rapport à ça, hein, par rapport aux dépendances et autres. Voilà, ça peut être une mauvaise expérience, mais qui peut rebondir sur plutôt des bonnes choses aussi. C'est ça, on peut considérer qu'il n'y a jamais de mauvaise expérience finalement. C'est toujours des phases d'apprentissage, hein. Très bien, je ne sais pas s'il y a des questions, des partages. Donc peut-être des précisions à apporter sur telle ou telle chose, n'hésitez pas, hein. Bon, bah, on a été très clair, hein. Très clair et exhaustif, hein, visiblement. Ah, Natalité, bonjour. C'était très clair. Merci. Merci. Tu as une question, quelque chose à partager? Qui, moi? Oui. Ah Attends, parce que j'essayais de remettre en plein écran parce que je vois pas grand-chose et j'y arrive pas. Mais c'est pas grave. Non, 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 j'ai pas de questions. Ça a été très clair. Moi, j'ai trouvé très sympa votre webinaire. Très complet. Merci. Merci. Bon, très bien, il est déjà 10 heures, donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'arrêter là et de rendre l'antenne, comme on dit. Comme on disait. Ça marche. Merci à tous. Eh ben, À merci à bientôt tous. pour d'autres webinaires RL, hein, sur d'autres sujets. On vous tient au courant, hein, comme d'habitude. À bientôt. Ouais, merci À beaucoup. À bientôt. bientôt. Merci à toutes. Au revoir.